Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto Android. Aujourd'hui, nous allons voir comment coder une application qui interagit avec un serveur HTTP en échangeant des données structurées au format JSON. Pour être plus précis, nous allons déployer un serveur HTTP Tomcat et nous allons mettre dans ce serveur une application qui va héberger un certain nombre de services web de type RESTful. Ce sont ces services qui communiqueront via le JSON. Ensuite, nous irons coder une application Android qui interagit donc avec ces services web. Le mieux, c'est de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais dans un premier temps prendre Eclipse pour pouvoir analyser l'application web de type Java EE que nous allons déployer dans Tomcat. Donc, j'ai créé une nouvelle application en cliquant avec le bouton droit de la souris en demandant un nouveau projet. Ce projet est de type web et plus précisément de type Dynamic Web Project. À ce niveau-là, j'ai choisi un serveur Tomcat. Bon, j'ai donné un nom de projet et ainsi de suite. Je fais cancel, le projet est maintenant disponible ici. Je l'ai appelé Web Service REST. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai voulu rajouter donc une librairie permettant de mettre en œuvre ces fameux services web de type RESTful. Donc pour ce faire, il faut savoir, en Java, regardez, je vais me placer sur Wikipédia. Donc en Java, vous avez une API. Cette API, elle s'appelle JAX-RS. Donc ça fait partie de la plateforme Java EE, ça intègre le Java EE, et donc ça prend en charge donc, la manipulation de services web avec une architecture REST. Très bien. Maintenant, ça c'est une API. En gros, c'est juste des interfaces de communication et un jeu d'annotation. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut bien entendu une implémentation de cette API. Il en existe un certain nombre, vous en avez ici quelques-unes. Pour ma part, je vais utiliser Jersey. Donc Jersey, c'est quoi? C'est l'implémentation de référence de JAX-RS qui est faite par Oracle. Alors à noter, si vous aviez utilisé un serveur d'application tel que JBoss ou tel que Glassfish, dans ce cas-là, vous avez déjà une implémentation JAX-RS qui est intégrée dedans. Par contre, si vous prenez un simple Tomcat, Tomcat n'implémente que les servlets et les JSP, il faut donc rajouter ce logiciel. Donc Jersey, on le trouve où? Ici, vous avez le site web, donc regardez, j'y suis allé à ce niveau-là. Et donc vous pouvez ici dans Download, télécharger le logiciel. C'est un zip. Dans ce zip, il y a 3 dossiers contenant 3 jeux de jar. Le premier jar, en gros, c'est l'API, ce qui a été spécifié par Oracle. Il y a un jar qui correspond à l'implémentation technique et il y a un autre jar qui est il y a un autre dossier qui contient des jars qui sont les dépendances de Jersey. Donc du coup, vous téléchargez ce zip et vous mettez tous les jars au niveau du répertoire libre de votre application web. Donc voilà qui est fait. On retrouve donc bien l'implémentation de Jersey, les dépendances et puis bien entendu l'API de base. Très bien, je réduis. Parfait. L'étape d'après, c'est de configurer Jersey au niveau de votre application web. Alors pour ce faire, il faut éditer le fichier web.xml. Sauf que par défaut, ce fichier n'est plus présent. Si vous voulez le rajouter, il faut savoir, ce fichier, on appelle ça un descripteur de déploiement. Regardez, ici, on parle bien donc de descripteur de déploiement. Si je clique bouton droit avec la souris et si je me place à ce niveau-là, je peux générer un squelette de ce fichier web.xml. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le générer. Très bien. Une fois qu'il a été généré, après j'ai fait quelques modifications dessus. Alors ces modifications, elles sont principalement ici. Donc j'ai dit, j'ai une page d'accueil, elle s'appelle index.jsp, ma JSP elle est ici. Bon, cette JSP ne fait pas grand-chose. La voilà, donc elle affiche juste hello. Très bien. Après, le plus important, c'est surtout ces 2 blocs-là. Donc ici, je définis une servlette. Cette servlette, je vais lui donner un petit nom. On l'appelle REST servlet. On retrouve ce nom au niveau de l'association avec l'URL. Ces 2 chaînes-là doivent être identiques. Faites du copier-coller, s'il vous plaît. Ensuite, la classe de servlet, c'est pas moi qui vais la coder. Cette servlet, la classe servlet container, est directement fournie par le moteur Jersey. Donc vous avez ici les packages qui vont bien, impeccable. Du coup, je rajoute
un paramètre d'initialisation parce qu'effectivement, Jersey, pour gagner du temps, a besoin de savoir où sont situés les web services qu'il doit prendre en charge. Ce que j'ai dit, c'est que pour moi, les web services seront dans ce pactage-là. Notez, hein, j'aurai des classes métiers, puis j'aurai ce pactage qui va contenir mes implémentations de web services. Bon, il s'avère qu'il n'y en a qu'un seul. Très bien. Pareil, hein, vous ne trompez pas dans le nom. Au pire, vous faites bouton droit sur votre pactage. Vous pouvez faire un copy qualified name. Et regardez, là, j'efface tout ça. J'ai copié donc le nom du pactage. Et regardez, quand je fais CTRL-V, il me remet bien le nom du pactage. Parfait. Le load and startup ici, c'est pour dire que cette servlette doit démarrer au démarrage de l'application. On ne doit pas attendre la première requête du premier utilisateur. Bon, donc ça, c'est la servlette qui va répondre à nos invocations de service web. Maintenant, il faut savoir que cette servlette, elle devra répondre à un format d'URL bien particulier. Toutes les URL accédant à des services web devront continuer avec /rest. C'est-à-dire que là, regardez bien, nous avons l'adresse IP du serveur. Alors l'adresse IP du serveur, pour la retrouver, ça dépend de si vous êtes Linux ou Windows. Si vous êtes sur un poste Linux, vous faites ifconfig et votre adresse apparaîtra sur votre interface réseau que vous utilisez. Donc ici, j'ai mon adresse IP. Très bien. Ensuite, là, on a le port sur lequel votre serveur web a démarré. Mon serveur Tomcat, par défaut, démarre sur le port 8080. Je ne l'ai pas changé, donc très bien. Et puis ici, je retrouve quoi? Ici, je retrouve le nom de mon WAR, le nom de mon application web. Très bien. Bon, par défaut, c'est la page Hello qui s'affiche. Maintenant, si je veux accéder à un web service, il faudra que je fasse rest / quelque chose. Alors ça, j'y reviens dans quelques instants. Voilà. Mais si je fais rest / quelque chose, là, je vais pouvoir accéder à un web service. Alors attention, il me manque une terminaison pour que tout fonctionne correctement. Dans tous les cas, voilà, tous les web services devront commencer par cette base d'URL. Très bien. Au terme de ces manipulations-là, notre moteur Jersey est configuré. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on est bien d'accord. Nos web services, là, ils vont être de type RESTful. Ça veut dire quoi? Alors, je reviens sur Wikipédia. On va taper REST ou RESTful. Et vous allez normalement arriver sur cette page. Donc, c'est quoi REST? C'est un type d'architecture, d'accord, de système orienté service, si vous voulez, mais qui va gérer des ressources. L'idée, c'est de dire votre conteneur, il contient un certain nombre de ressources. N'oubliez pas, quand on parle d'URL, on parle de Uniform Resource Locator. Donc on doit localiser des ressources sur un serveur. Ce qu'on va dire, c'est que toutes les données qu'on va chercher à accéder sur notre serveur seront des ressources. Et ces ressources, on va chercher à faire les 4 actions classiques, ce qu'on appelle les actions crudes. Regardez, je descends un petit peu plus bas dans la page, d'accord? Et donc les actions crudes, c'est create, read, update, delete. D'accord? Qu'on simplifie en crude. CRUD. Et chacune de ces actions, on va les faire correspondre au niveau de notre service web HTTP à un verbe HTTP proposé par le protocole. Assez classiquement, les gens connaissent le get et le post. Mais on a d'autres verbes HTTP, on a aussi le put et le delete. Et donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si jamais on veut retrouver une information, on fera un get. Alors attention, le get, il peut soit renvoyer une liste, un ensemble d'infos, soit une seule et unique information. C'est pareil, si ce que je veux, c'est insérer un nouvel élément, je ferai une requête de type post. Si je veux faire un update, un changement de valeur, je suis censé faire une requête de type put. Si je veux supprimer ma donnée, je fais une requête de type delete. Donc voilà en gros ce que dit, en simplifiant à l'extrême, l'architecture REST. Elle dit, en fonction du type de requête sur une ressource donnée que vous allez faire, vous allez utiliser un verbe, un mode de transport HTTP. Très bien. Donc regardez, nous ce qu'on va faire, les ressources qu'on va gérer, ça va être des articles. Donc ici j'ai codé une classe article. Je pense que sur cette classe, je n'ai strictement rien à vous apprendre. C'est une classe vraiment classique. Elle définit 4 attributs. Alors notez que néanmoins on a des attributs de nature différente.
Pour ces 4 attributs, j'ai généré les getters et les setters. Alors, pour rappel, hein, ne tapez jamais les getters et les setters. Regardez, je fais Alt, Shift et S. Ça m'ouvre ce pop-up et là j'ai Generate Getters and Setters. Sinon, vous pouvez faire bouton droit, source, mais vous voyez ici, vous avez les raccourcis pour le menu source et vous retrouvez effectivement Generate Getters and Setters. Et donc, si vous venez ici, bon là, il me dit qu'ils sont déjà tous produits, mais regardez, si je les supprime, voilà, si je refais bouton droit, source, et donc Generate Getters and Setters, il voit bien qu'on a 4 attributs, il vous propose de générer jusqu'à 8 méthodes, à vous de cocher ce que vous voulez. Vous pouvez cocher les deux d'un coup, ou bien juste une seule méthode si vous deviez en générer qu'une seule. Bon, très bien. Bon, pour rappel, hein, le fait de faire de l'encapsulation, c'est-à-dire de privatiser les attributs, ben, ça permet de garantir qu'on va passer par des méthodes d'accès, et du coup, ces méthodes d'accès, c'est plus facile pour imposer certaines contraintes. Juste en guise de démonstration, ben ici, vous voyez, j'ai fait un set brand et j'ai dit, ben, tiens, si je change une marque, ben, je prends soin de garantir que ma marque sera forcément en majuscule. Ben, pourquoi pas? Très bien. Du coup, bah après, j'ai produit 2 constructeurs. Alors, il faut savoir que le moteur de web service vous impose d'avoir un constructeur à vide pour créer des objets à vide. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Il rappelle le constructeur à 4 paramètres en passant des valeurs par défaut pour chacun des paramètres. Pourquoi pas? Et puis ici, j'ai un constructeur utilitaire entre guillemets à 4 paramètres qui me permettra de produire un article avec un identifiant, une description, une marque et un prix. Je rappelle mes setters histoire de garantir de bien exécuter chacune des contraintes. Et donc ici, le fait que la marque soit stockée en majuscule. Très bien. Et puis dans cette classe, j'ai aussi rajouté un toString. C'est pareil, à ce toString, je ne l'ai pas tapé. Hein. Pour rappel, regardez, là je suis dans Eclipse, je refais bouton droit source où je saisis le raccourci clavier qui est là. Et là, vous avez Generate toString. Donc il va vous produire une méthode qui va transformer l'objet en une chaîne de caractères. Quels sont les attributs qu'on veut injecter dans cette chaîne de caractères? Bon, bah, si vous le générez, ça produit ce code-là. Très bien. Donc ça, c'est notre classe article. Alors maintenant, il faut comprendre une chose. J'aime bien, quand je présente mes tutos, là, avoir des exemples qui sont raisonnables en termes de volume de code. La question, c'est où est-ce que sont stockés mes articles? Alors j'aurais pu imaginer une base de données. Pour autant, la communication avec une base de données, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse. Donc j'ai simulé une base de données au travers de cette classe database. C'est vraiment une grosse simulation. Hein. Et donc ici, ce que j'ai, c'est carrément en public... c'est open bar, ben j'ai un tableau qui contient un certain nombre d'articles. J'ai appelé ça mon stock, pourquoi pas, et dans ce stock, ben j'ai 3 articles que j'ai posés ici. Alors j'ai pris soin de me faire une grosse simplification. Les identifiants de mes articles correspondent à mes positions dans le tableau. C'est volontaire, ça me permet de faire un code un peu bourrin. Bon, éventuellement, vous pouvez améliorer ça si vous le souhaitez. Bon, dans tous les cas, voilà, ici, je suis censé avoir un ensemble d'articles sur lequel je vais pouvoir travailler. Donc ça, c'est ma base de données. Elle est réduite à sa plus simple expression. Parfait. Donc ça, c'est des classes techniques, on va dire. Elles sont prêtes à l'emploi, on va pouvoir les utiliser. Maintenant, bah, il faut les services web à proprement parler. Donc j'en ai qu'un seul, hein, il s'appelle article service. Il est dans le dossier que va prendre en charge Jersey. Hein, n'oubliez pas la configuration qu'on a fait. Jersey recherchera les services web dans le pactage qui est précisé ici. Très bien. Donc ici, bah, nous avons notre classe de web service. Alors comment ça marche un web service de type REST avec l'API JAX RS? Bah, ça marche assez simplement. Regardez, j'ai une classe ici. Cette classe, elle est tout à fait normale. On peut même aller plus loin. Si on oublie là tout ce qui est jeu d'annotation, si on prend soin pendant quelques minutes de ne plus regarder ces annotations, ben il reste quoi? Il reste une classe classique avec des méthodes les plus basiques possibles. Si vous regardez le contenu de ces méthodes, j'ai quasiment rien à vous apprendre. Hein. Ben ici, je fais un getArticleById. Je lui passe un identifiant en paramètre, il me renvoie quoi? Ben une chaîne de caractères correspondant à l'article. Alors là, vous pourriez me dire, mais pourquoi pas renvoyer l'article? On voit ça dans quelques minutes. Pour le moment, j'ai mis string. Très bien, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je retourne? Bah, j'attaque ma base de données, plus précisément le stock, et donc je vais chercher à la position passée en paramètre
l'objet article que j'affiche sous forme de chaîne de caractères, quoi, que je retourne sous forme de chaîne de caractères. Très bien. Ici, j'ai un get articles. Il me renvoie quoi? Tout le stock. Alors, transformé en chaîne de caractères, parce qu'encore une fois, ici, j'ai du string. Et puis ici, j'ai un update article. Je prends un article en paramètre. Bon, histoire de bien voir qu'on a reçu l'article, je fais un affichage sur la console. C'est mieux de faire des logs ici, hein, c'est juste de la démo. Hein. Et puis surtout, je mets à jour mon stock avec le nouvel article. On peut imaginer qu'ici, il y a un état booléen qui dise si ça s'est bien passé ou pas. Effectivement, si on avait eu une vraie base de données, peut-être que l'injection de l'article dans la base de données aurait pu mal se passer. Je ne sais pas, on a perdu le réseau ou quelque chose de ce type-là. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer renvoyer un code particulier. On peut imaginer aussi déclencher des exceptions, ce qui serait encore mieux dans l'exemple de la base de données. Bon, dans tous les cas, voilà, j'ai 3 méthodes, elles sont relativement basiques. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça va être pris en charge comme étant un web service RESTful? En vérité, c'est grâce au jeu d'annotation qu'on a rajouté. Donc regardez, ce web service, ce que je dis, c'est que par rapport à l'URL initiale, donc qui doit commencer par REST, on est en train de dire qu'on doit rajouter article. Donc regardez, je reprends mon navigateur, ça veut dire que ici c'est REST/article. Alors toujours pareil, si je m'arrête là, c'est pas fini. Donc ça ne marche pas. C'est normal. Par contre, si jamais je continue, vous voyez, c'est toujours la même annotation. Alors attention, hein, toutes les annotations que vous allez générer ici, parce qu'il y a quelques conflits, il y a des annotations identiques dans d'autres librairies, celles que nous on utilise, vérifiez toujours qu'on soit dans JAX, WS, RS. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas une annotation de web service type RESTful. Très bien. Maintenant donc, ce web service répond avec l'URL REST/article. Maintenant, chacune des méthodes, on va rajouter une partie à l'URL. Et donc ici, ce que je dis, si je commence peut-être par elle, c'est la plus simple, si je rajoute getAll, c'est censé me renvoyer mon tableau de chaîne de caractères. On va vérifier. Et donc, croyez-moi sur parole, ici c'est le toString du tableau qui a pris la main. Alors, je n'ai pas pris soin de le redéfinir, hein, le tableau c'est une classe Java classique. Donc si vous voulez, ici il est dit que ça c'est un tableau. Elle, là, c'est pour dire que ça contient des classes, et les classes sont de type article. Donc c'est bien un tableau d'articles. Bon, ça c'est son emplacement mémoire, pourquoi pas. Bon. Du coup, comme je cherchais à faire une récupération de données, d'accord, j'ai récupéré ces données-là dans le client. On imagine pour le moment que ce navigateur, c'est mon application cliente. Donc, je fais une requête sur cette URL en get. Je cherche à récupérer un résultat. Donc, le get, là, il est en lien avec la valeur de retour de la méthode que vous considérez. Et ce que je le renvoie sous quel format? Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Là, je le renvoie sous forme de texte brut. Ça produit du texte brut. C'est pour ça que ici, je renvoyais simplement un string. Bon, très bien. J'ai cette deuxième méthode. Alors, techniquement, c'était la première, mais cette deuxième méthode que je vous explique maintenant, elle dit quoi? Elle dit que si je veux récupérer un article à partir de son ID, à la suite de /article, il faut que je rajoute /get, /, et là, on a une syntaxe particulière qui dit qu'on a un paramètre d'URL qui va être bindé, vous voyez, c'est ce passparam, donc ça c'est le nom, on va le binder à ce paramètre de la méthode. Donc si ici vous saisissez 0, il y aura dans votre paramètre ID article 0. Si vous tapez 1, il y aura 1. Regardez, on teste. Je fais un get. Je veux quelle ressource? Je veux la ressource 0. La ressource 0, c'est un super stylo bille. La ressource 1, c'est un marqueur fluo. La ressource 2, c'est un méga stylo plume. Alors par contre, on est d'accord, hein, je n'ai pas cherché à gérer les dépassements de tableau. Donc bien entendu, si vous mettez un indice en dehors des bornes, ça plante. Bon, je passe ce cas particulier. Hein. Nous, on restera dans les valeurs autorisées. Bon, maintenant, la question, c'est OK, là, je l'ai renvoyé sous forme de chaîne de caractères, mais c'est pas très malin. Parce que si ça, je le récupère dans mon application Android, il va falloir que je découpe cette chaîne de caractères-là
D'accord? Pour pouvoir récupérer en vérité que les données utiles. Les données utiles, dans cet exemple, c'est quoi? Ben, c'est l'identifiant, la description, la marque et le prix. Mais là, il va falloir que je découpe moi-même la chaîne pour aller récupérer ces 4 informations. C'est pas très malin. Donc si je veux me simplifier la vie, j'ai plutôt intérêt à renvoyer autre chose que du texte plain. Allez, pour la démo, là j'ai envie de vous parler de 2 situations bien particulières. C'est soit vous renvoyez du XML, soit vous renvoyez du JSON. Bon, c'est le JSON qui va le plus nous intéresser, je reviendrai sur ça dans quelques minutes. Mais regardez, pendant quelques secondes, je fais un essai avec du XML. D'accord? Bah, du coup, c'est plus du string que je renvoie. Je vais renvoyer directement mon objet de type article. On fait de la programmation orientée objet. Et ce que je veux, c'est que, que le système structure les attributs de mon objet sous forme de tag XML. Bon, du coup, j'enlève le toString. Alors là, ça a l'air pas mal, ça compile. Pour autant, attention, là, c'est pas gagné. Si vous exécutez le programme tel quel, ça ne va pas marcher. Regardez, je vous fais la démo. Et là, on a un souci. Alors le souci, il vient d'où? Le souci, il vient que si vous voulez qu'il puisse transformer votre objet en un flux XML, il faut rajouter à ce niveau-là un jeu d'annotation, au moins une annotation à minima, qui vient du framework JAXB. JAXB, c'est Java API for XML Binding. Le binding, ça permet de faire le lien donc, entre les instances Java et des tags XML. Et donc, il faut dire que cet objet, c'est une racine de tags XML. À partir du moment où vous avez importé cette annotation de l'API JAXB, cette fois-ci, ça va marcher. Attention, prenez bien soin de vérifier qu'il ait rechargé le nouveau code avant de réactualiser votre page au niveau du navigateur. En tout cas, là, ce qu'on constate, c'est que ça marche bien. Il a transformé mon document en un flux XML. Donc du coup, si côté Android, j'utilise un parseur XML, je pourrais récupérer mes 4 parties utiles beaucoup plus facilement qu'en découpant moi-même la chaîne de caractères. Bon, si vous en avez besoin, vous pouvez produire des données au format XML. Très bien, bon, j'enlève ce jeu d'annotation. Cette annotation, il n'y en a qu'une ici. Et je veux tester un dernier cas. C'est si jamais je produis non pas du XML, mais du JSON. Bon, voilà, ça vient de recharger, impeccable. Donc du coup, je réactualise ici. Et encore une fois, on a une petite erreur. Alors cette fois-ci, la problématique est différente. Ce n'est pas qu'il me manque une annotation spécifique à JSON. Pour JSON, il n'y a pas besoin d'annotation. Quelque part, c'est beaucoup plus simple. Par contre, le gag, c'est que Jersey, la librairie Jersey, vient sans système d'encodage et de décodage JSON. Par défaut, il n'en propose pas. Pourquoi ça marche avec XML? Parce que JAXB, qui permet de faire l'équivalent, mais pour XML, il est fourni de base avec le Java SE. Par contre, dans le Java SE, il n'y a rien pour JSON. Donc, ce qu'il faut, c'est télécharger un parseur JSON. Alors, il en existe plusieurs implémentations. Jersey est prévu pour tourner avec différentes implémentations. Pour autant, moi je vous conseille Jenson. C'est une librairie que j'aime bien. Elle est relativement petite, elle fonctionne bien, et puis elle a le mérite de aussi marcher avec Android. C'est-à-dire que Jenson, je vais aussi bien l'utiliser au niveau du serveur HTTP qu'au niveau de mon application Android. Pour utiliser Jenson, vous téléchargez la librairie, donc c'est un jar, et ce qu'il faut, c'est rajouter cette librairie dans le répertoire lib qui est ici. Donc regardez, je prends un explorateur de fichiers, je vais dans Download, j'ai mon Jenson, et vous voyez, je le copie simplement ici. Voilà, je le copie. J'attends que mon application ait redémarré, je reviens dans mon navigateur, je réactualise, ça y est, j'ai un flux JSON. Alors pour information, je ne sais pas si tout le monde connaît bien JSON. JSON, c'est quoi? Regardez, je retourne sur mon Wikipédia. On revient à ce niveau-là, on tape JSON. Et donc JSON, c'est JavaScript Object Notation. C'est-à-dire qu'on a détourné la notation objet du langage JavaScript pour pouvoir faire du transport d'informations et de la structuration de données.
D'accord? Donc du coup, regardez, si je reviens ici, bah, accolade ouvrante, accolade fermante, c'est pour définir un objet en JavaScript. Cet objet est constitué de 4 attributs. Les attributs sont définis ici. Alors c'est une syntaxe un peu différente de Java, hein, je vous le concède. Techniquement, ce qui se passe, c'est qu'en JavaScript, un objet, c'est l'équivalent d'une hashtable en Java, si vous voulez. Et cette hashtable est constituée de paires de clés-valeurs, clés-valeurs, clés-valeurs. D'accord? Bah là, c'est ce que je fais. Je mets mes paires clés-valeurs via cette syntaxe-là. D'accord? Donc on retrouve bien les 4 attributs, hein. Il les a déterminés en analysant la classe. D'accord? Et puis les valeurs, bien entendu, qu'on va devoir manipuler. Très bien. Bon, juste pour information, là j'ai à peu près fini avec ce que je voulais vous montrer au niveau du serveur HTTP. D'accord? Donc on a bien notre service web qui répond. Je vais à peu près m'arrêter là. Néanmoins, si jamais vous devez remettre en place toute cette manip, je vous conseille fortement de jeter un petit coup d'œil sur notre site web. Vous y retrouverez dans la section Java et dans la sous-section Java EE, bah, quelques rappels sur qu'est-ce que c'est que Java EE, comment on fait tourner un Tomcat, comment on l'intègre avec Eclipse et comment on code tous ces différents éléments. Et notamment au niveau de ces supports de cours, vous retrouverez le support de cours sur tout ce qui est service web RESTful. Et si on est un peu rapide et qu'on va directement dans la section relative à la mise en œuvre d'un service web, bah vous retrouverez ici les différentes informations que je vous ai proposées. Alors à noter juste peut-être un point, l'adresse a changé, hein, donc utilisez bien entendu la bonne adresse. Bon, dans tous les cas, si je fais défiler, vous retrouvez ici la configuration du fichier web.xml et puis quelques exemples de production de méthodes, hein, pour un service web. Parfait. Donc vous retrouvez toutes les infos directement à ce niveau-là. Bon, c'est bon, notre service répond. On va donc pouvoir maintenant passer à la partie la plus importante pour nous, à savoir l'application Android. Donc j'ai déjà préparé un petit bout de code, hein, j'ai déjà pas mal de choses. Je vais commencer par faire une revue de code de l'existant. Donc j'ai pris une application vraiment classique. Notez que j'ai changé le layout, hein. Je l'ai changé ici à la main directement, j'ai mis un relative layout par rapport au layout qui m'était proposé par défaut. Vous pouvez le modifier et c'est d'ailleurs la seule façon qu'on ait de modifier le layout racine. Donc je l'ai modifié, j'ai mis un relative layout, ça a eu comme effet de me changer, y compris le tag fermant. Très bien. Ensuite, j'ai édité mon contenu en déplaçant à partir de ma palette de composants ici, hein, différents widgets sur mon espace de travail. Regardez, je zoome un peu histoire d'y voir un petit peu plus clair, mais j'ai repris à peu près la structure qu'on avait au niveau de notre classe article, à savoir 4 champs. Donc j'ai mis 4 zones de texte à ce niveau-là. Sur ces zones de texte, notez que j'ai changé à chaque fois l'input type pour avoir un pavé numérique le plus adapté par rapport à la nature de l'information à saisir. Je leur ai donné un petit nom à chacune de ces zones de texte, hein. Donc txt brand, txt description, txt identifier, impeccable. Et j'ai mis quelques labels à ce niveau-là. J'ai aussi rajouté un bouton, hein, btn update. Parfait. Du coup, je suis passé après sur la classe MainActivity. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est assez simple, hein. Donc j'ai une classe activité, j'ai défini ici mes attributs pour les 5 objets graphiques qui m'intéressent, à savoir le bouton et les zones de saisie de texte. Et dans le onCreate, j'ai injecté ma ressource de layout au niveau de mon activité. Et puis vous voyez, j'ai fait mes findViewById pour aller rechercher les éléments. Très bien, j'ai stocké ça dans mes attributs. Quand je dis mes éléments, c'est mes widgets, hein. Je suis allé rechercher les widgets qui avaient été injectés à partir de cette ressource. Pareil pour mon bouton. Et puis notez que sur ce bouton, j'ai ajouté un gestionnaire d'événements. Ce gestionnaire d'événements est déclaré ici. Bon, si vous avez des questions sur ces sujets-là, je vous ramène vers les tutos précédents, hein, qui expliquent bien tous ces aspects-là. Regardez, je démarre déjà mon application. Alors j'ai un petit souci, oui. On a un petit souci de rien du tout, c'est qu'il me reste ici des imports, mais que je vais remettre dans quelques instants. Voilà, donc si jamais je démarre
mon application. Mais voilà ce qui va se passer. Nous allons avoir notre activité qui va se présenter. Sauf que pour le moment, il n'y a rien dans les zones de saisie. Vous avez vu, comme j'ai mis les input type, en fonction de la nature de la zone de saisie, j'ai le bon pavé numérique qui s'affiche. Très bien. Je vous rappelle, regardez, je reclique ici, c'est à ce niveau-là que vous contrôlez l'input type. Donc ça, c'est un number décimal pour le prix. J'ai mis un number pour l'identifiant. Pour les autres, ce sont des zones de texte. Très bien. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est discuter avec notre serveur Java EE. Donc comment faire ça? Alors je suis reparti d'abord du navigateur. Ici, vous avez vu, j'avais une URL qui marche. Je la copie. C'est mieux d'abord de la tester dans le navigateur parce qu'au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de faute de frappe. Ce serait dommage de passer du temps à chercher des problèmes ailleurs que là où ils sont. Donc si déjà vous évitez cette petite problématique, c'est déjà pas mal. Donc vérifiez que votre URL soit la bonne et vous copiez cette URL. Du coup, on revient au niveau de notre code et regardez. Ce qu'on va vouloir faire, donc, c'est travailler avec des requêtes HTTP qui vont aller lire le flux JSON et qui vont le décoder pour restructurer un article. Donc déjà, la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai copié ma classe article qu'on a mis en place tout à l'heure. C'est la même. Je suis venu au niveau de Eclipse ici, j'ai copié ma classe, copie, d'accord, et je l'ai mise dans mon projet d'application Android. Très bien. Donc ça, c'est la même, c'est vraiment un copier-coller, il y a juste le paquetage qui a changé. Très bien. Deuxième étape, ce qu'il faut, c'est rajouter la librairie JSON. Il va falloir décoder les flux JSON. Donc, pour ajouter une librairie à une application Android, regardez, vous cliquez sur l'application avec le bouton droit de la souris. Vous allez ouvrir le module de settings associé à cette application. Et dans l'onglet Dependencies, ici, vous pouvez cliquer sur un plus pour ajouter une nouvelle librairie. Donc ici, vous avez un certain nombre de librairies qui vous sont proposées. Bon, il y en a déjà beaucoup. Le mieux, c'est de surtout pas fouiller dans la liste. Le mieux, c'est de rechercher en tapant le nom de la librairie souhaitée. Donc là, moi, je veux accéder à JSON. Donc vous cliquez sur le bouton Search, il filtre, et là, normalement, vous avez la librairie qui apparaît. Vous la sélectionnez, vous cliquez sur OK. Regardez, normalement, la librairie apparaît ici. Pendant quelques instants, là, il reconstruit le projet avec cette librairie, il rapatrie la dépendance, donc on le laisse faire. Une fois que c'est fait, on est prêt à travailler. Alors notez, je vais ouvrir dans la section Gradle Script le fichier build.gradle en module app. En vérité, ce qu'on vient de faire, l'ajout de la librairie, ça a consisté à rajouter 7 lignes dans ce fichier texte. Nous, on l'a fait via le générateur, via l'interface graphique, mais si vous aviez souhaité, vous auriez pu directement taper cette ligne directement en place, ici. Ça revenait exactement au même. Si jamais vous faites des modifications ici, quand vous avez fini, il faut juste cliquer sur Sync Now. Ça rapatrie la dépendance. Très bien. Donc, on a la librairie, on a la classe associée à la nature des objets qu'on va vouloir manipuler, donc on peut commencer à travailler. Donc du coup, j'ai déjà tapé le code pour ne pas perdre trop de temps, donc je le prends ce code et je le décommente. Rappelez-vous, dans Android Studio, pour commenter ou décommenter un bloc de code, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et le / du pavé numérique. Donc voilà, je viens de décommenter tout ça. Alors fatalement, il y a des petits soucis parce qu'il manque des imports, donc je remets les imports manquants, maintenant que j'ai la librairie, je peux les rajouter. Très bien. Alors, on va faire une petite revue de code. Qu'est-ce qui est dit dans tout ça? Alors, cette fenêtre, voilà. Alors, premier point. Le code à proprement parler qui émet la requête HTTP, c'est le code qui est ici que je viens de mettre en surbrillance. Sauf que vous ne pouvez pas placer ce code directement au niveau de votre activité.
Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est le thread d'interface graphique qui va exécuter ce code-là. Et le problème d'une requête HTTP, c'est que c'est quelque chose dont on ne peut pas trop à l'avance garantir le temps. Ça dépend de plein de choses. La charge du réseau, la distance du serveur, éventuellement sa charge. Donc plutôt que de bloquer l'interface graphique, on préfère effectuer tout ce qui est traitement HTTP dans un thread autre. C'est pour ça que j'ai créé ici une nouvelle instance d'une classe qui dérive à la volée de thread. Vous avez vu ici, c'est une classe anonyme. Hein. Je dérive de thread une nouvelle classe. Cette classe n'a pas de nom parce que je m'en sers que pour une seule fois au niveau de ce new. Et donc, comme je fais une dérivation de classe, je vais redéfinir une méthode. Là, je n'ai pas mis l'override, on pourrait le rajouter, mais la méthode run, hein, elle va masquer le run qu'on a dans thread. D'accord ? Attention, n'oubliez jamais, quand on crée un thread en Java, le thread est endormi. Si vous voulez qu'il démarre, il faut impérativement lancer la méthode start. Si vous oubliez le start, il ne démarrera pas et donc vous n'aurez pas d'accès au réseau. Très bien. Donc à partir de là, le run va s'exécuter en parallèle. Et donc dans ce run, on va essayer donc d'ouvrir une connexion HTTP. Alors pour ouvrir une connexion HTTP, on va utiliser la classe HTTP URL Connection. Cette classe, elle vient de où? Elle vient du package java.net. Alors notez, j'aurais pu utiliser un HTTPS URL Connection si j'avais voulu encrypter les données durant le transport. Bon, dans ce cas-là, c'est dans ce sous-package, dans cet autre package, javax.net.ssl. Très bien, bon, nous on fait simple, là on est en HTTP. Du coup, ici j'ai une URL. Alors c'est là que vous pouvez reposer, que vous pouvez coller l'adresse du service web qu'on avait prise au niveau de notre navigateur il y a quelques minutes. Donc tout ça, je le mets dans un objet de type URL. Donc ça, c'est l'adresse de la ressource que je veux localiser. Hein. Donc la ressource à localiser, c'est un article d'indice 0. Je veux le lire. Alors attention, le get ici, il est bien en lien avec le pass qu'on avait à ce niveau-là. D'accord ? Le get qui est ici, ça c'est plus pour le transport HTTP. Ce get-là, si vous voulez, quelque part, il correspondrait plus à quoi? Il correspond à ça. C'est-à-dire le fait que quand je vais émettre ma requête HTTP, le type de requête, c'est une requête de type get. D'accord ? Et donc ici, on retrouve bien les verbes HTTP en fonction de l'action que vous voulez faire sur la ressource. Comme on disait tout à l'heure, si on fait du REST, la philosophie dit qu'on a des ressources sur le serveur qu'on peut accéder en lecture, en écriture, en suppression ou en modification. En fonction de l'action souhaitée, on va avoir un verbe qui va lui être associé. Donc ici, je fais un get. Ça, c'est la terminaison de l'URL pour pouvoir localiser la méthode adaptée. Donc ici, la méthode getArticleById. Très bien. Une fois que mon URL est plus ou moins préparé, j'ouvre ma connexion si vous voulez, et donc je récupère le flux de lecture sur ce que le serveur me renvoie. Alors attention, à ce niveau-là, j'ai que deux méthodes. Regardez, je fais in. Et là, je peux soit faire un read de 1 caractère, soit un read d'un tableau de caractères. C'est même pas des caractères, je dis une bêtise, c'est des tableaux de bytes. Donc un byte ou un tableau de bytes. Du coup, ça va pas être facile de récupérer quelque chose de complexe. Donc je préfère utiliser une petite classe utilitaire. Elle se trouve dans java.util, elle s'appelle scanner. Et un scanner me permet de décortiquer à partir d'un flux un certain nombre de choses. Tout dépend de la méthode que vous allez invoquer. Ici, je fais un scanner.nextLine. Ça me permet de lire jusqu'au retour à la ligne. Il faut savoir, par défaut, le flux JSON, il ne va pas être formaté. Il va tout m'envoyer sur une ligne. En tout cas, tel que j'ai configuré les choses jusqu'à présent, ça va tout m'envoyer sur une seule ligne. Donc du coup, là, je récupérerai bien l'intégralité du flux correspondant à mon objet. Sauf que ça, c'est du string. Moi, ce que je veux remonter, c'est un article. Donc c'est là qu'intervient Jenson, notre librairie. Je vais faire un deserialize et donc je vais reconstruire un objet à partir de ce flux JSON. Et ce que je veux reconstruire sera compatible avec le type article.
C'est ce qui est dit en gros ici. Normalement, en sortie de la méthode deserialize, vous avez récupéré votre article. Le final, là, j'y viens dans quelques instants. Mais ici, on a récupéré notre article à partir du flux de lecture sur la console. Bon, notez que mon flux sera fermé à ce niveau-là. Très bien. Ce qu'on voit ici, c'est que je vais faire un log en information. Ça, c'est mon tag. N'oubliez pas, regardez, là, je fais CTRL-P. Ça me permet d'avoir la liste des paramètres de ma méthode. Donc ça, c'est mon tag. C'est en gros un mécanisme qui me permettra de filtrer dans les logs et de ne récupérer que ce qui m'intéresse. D'accord ? Derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le message que je veux afficher. Donc je log ici quoi ? Le toString de l'article. Donc on vérifiera si on a bien notre article. Et puis surtout, ce que je veux faire, c'est mettre à jour mon interface graphique. Tout à l'heure, on disait, ici, on avait extrait des pointeurs sur les widgets qui avaient été injectés dans mon layout, dans mon activité à partir du layout. D'accord ? Donc ici, j'injecte mes widgets dans l'activité, je retrouve ces différents widgets. Ce que je veux ici, c'est modifier mes widgets. Sauf que un thread extérieur au thread de UI ne peut pas mettre à jour l'interface graphique. Si vous le faites de temps en temps, ça se passe très mal. Donc du coup, pour y arriver, il faut lui dire qu'on veut exécuter un bout de code, un runnable. Alors runnable, c'est une interface qui est utilisée aussi par thread. Donc c'est la même interface, donc on a aussi un run à ce niveau-là. D'accord ? Ce runnable, je vais le mettre dans une file d'attente et le thread d'interface graphique, quand il aura le temps, il va défiler ce runnable et exécuter son code. Mais du coup, c'est bien le thread de UI, de User Interface, qui va produire les modifications graphiques. Alors, vous ne faites pas piéger sur un petit point de détail. Regardez, ici, là, si je fais CTRL-P, on s'aperçoit qu'on a plusieurs surcharges de la méthode setText. Soit on prend du texte, c'est le cas ici, soit on peut prendre ici un int. Mais attention, si c'est un entier, c'est que c'est un identifiant de ressources de chaîne de caractères dans le fichier strings.xml. Or là, moi, ce n'est pas un identifiant de ressources que j'ai. C'est ma clé primaire pour mon objet d'article, mon identifiant d'article. Donc là, si je veux que ça fonctionne, il ne faut surtout pas que j'oublie de mettre ces caractères-là. Regardez, si je ne le fais pas, le problème, c'est que ça compile très bien. Mais là, il va chercher la ressource de type chaîne de caractères qui aura l'identifiant 0. Et ça, ça va planter. Donc ce que je fais, c'est que je concatène cet entier à une chaîne de caractères vide, ce qui me produit une chaîne de caractères. Et c'est ça que j'affiche ici. Bon, pareil pour le flottant. Bon, là, c'était moins grave parce que si là, vous ne l'aviez pas fait, ça compilait tout simplement pas. Le problème d'ici, c'est que ça pouvait compiler, mais ça n'aurait pas fait ce que vous souhaitiez. Donc attention à ce petit point de détail. Bon, du coup, ici, impeccable, j'ai demandé au thread de UI, quand il aura le temps, de remettre à jour l'IHM en fonction des données que j'ai récupérées. Le problème, c'est que ça, c'est une variable locale de ma méthode run. Quand ma méthode run va s'arrêter, normalement, la variable locale, elle devrait être détruite. Elle devrait être dépilée. Sauf que je l'utiliserai plus tard. Dans le thread de UI, un peu plus tard quand il aura le temps. Donc il faut que je continue à avoir la visibilité sur cette variable locale après l'exécution de la méthode run. Pour y arriver, il faut utiliser le mot-clé final à ce niveau-là. Si vous ne le mettez pas, de toute façon, ça ne compile pas. Vous voyez, il vous dit ici que article, il ne pourra pas y accéder. Donc il faut étendre la durée de vie de cette variable en la mettant final. Très bien. Bon, je sauvegarde ce bout de code. Au passage, juste ici, on avait 2 blocs supplémentaires. Ça, c'était en cas d'erreur. J'arrive pas à établir la connexion avec le serveur HTTP. J'affiche le message et éventuellement pourquoi je n'ai pas réussi à établir la connexion. Le finally, c'est au final que j'ai réussi à établir la connexion ou pas. À partir du moment où la connexion a été ouverte, je ferme la connexion avec le serveur HTTP. Bon, très bien. Donc ça, c'est les codes relatifs à la communication. Regardez, je reviens dans mon émulateur. Et là, on a un petit souci. A priori, je n'ai rien reçu. Ou peut-être que j'ai mal démarré les choses. Donc là, vous voyez, je mets un filtre pour voir ce qui se passe. A priori, j'ai rien reçu. J'enlève mon filtre. Je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Non, j'ai peut-être mal déployé, tout simplement. On va recommencer. Voilà, et je déploie sur mon émulateur.
Ah, j'ai une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, bien entendu. Alors, il ne faut pas oublier une dernière petite chose. Si vous voulez que ça marche correctement, bah, il faut qu'il puisse établir des connexions sur Internet, hein. Sauf que ouvrir une connexion sur Internet peut avoir un impact sur votre forfait téléphonique. Donc du coup, c'est assujetti à permission. Donc regardez, normalement, ce qu'il faut, c'est éditer le fichier manifeste. J'allais oublier cette petite étape. Et il faut rajouter cette ligne. Je l'avais commenté pour vous le montrer. Voilà, donc c'est une permission, hein, qui dit bah, j'ai le droit d'utiliser Internet. Si vous ne mettez pas cette ligne-là, l'application ne pourra pas se connecter à Internet. Cette permission, hein, sera affichée lors de l'installation de l'application. Quand l'utilisateur va installer son application, bah, il sera explicitement marqué que son application peut se connecter à Internet. Très bien. Et donc, bah, regardez, on a bien récupéré bah, les données de l'article 0. On vérifie. Hein. Qu'est-ce qu'on avait dans notre base de données pour l'indice 0? Bah, on avait un super stylo bidon, de marque bidon, à 1,04 €. Eh bien, c'est parfait, on a récupéré ces informations. C'est pareil, hein, si je reviens dans les logs, regardez, je remets mon filtre à ce niveau-là, pour y voir un petit peu plus clair. Et donc, on a bien récupéré bah, notre article. Parfait. Donc ça, c'était une lecture de données. Là, moi, j'ai chargé un seul article avec un code à peu près similaire. Vous pouvez charger l'ensemble des articles, hein. Il suffit simplement de demander le get all. Alors bien entendu, hein, quand vous allez désérialiser, bah, si on fait un get all, ce qu'on va récupérer, ce n'est pas un article, hein. Ce sera un tableau d'articles, bien entendu. Très bien. Maintenant, regardez, ici on avait le bouton. Bah, le bouton devrait me permettre, si je modifie des données, de pouvoir soumettre ces informations-là au serveur. Bon, sauf que pour le moment, le bouton, il n'y a pas de code. J'ai néanmoins associé le gestionnaire d'événements à mon bouton à ce niveau-là. Regardez, je descends un petit peu plus bas, bah là j'ai le code me permettant de pousser des données au niveau de mon serveur. Donc j'ai fait CTRL/, hein, le slash du pavé numérique, donc ça vient de tout décommenter, et donc on va faire encore une fois une petite revue de code ensemble. Je ferme ce panneau là pendant quelques instants, et avant ça, je reviens sur le code de mon web service. Donc ici, on voit qu'en terminaison d'URL sur le web service permettant la manipulation des articles, si je rajoute un /update, a priori je fais une modification. Si je fais un update, dans ce cas-là, j'enverrai dans le corps de la requête HTTP mon objet à updater au format JSON. Pourquoi je sais qu'il sera au format JSON? Ben, regardez ici, j'ai la notation consumise. Donc qui va consommer quoi? Ben, qui va consommer un flux JSON. Bon, ici, j'aurais pu dire que je renvoyais du JSON aussi, hein. C'est la réponse true ou false, pour dire ça s'est bien passé ou ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi pas? Bon, si c'est basique, vous pouvez aussi mettre du plain text comme vous voulez. Donc ici, je dis bien je vais consommer du JSON, et comme ce que je cherche à faire c'est une modification, ben je dis que le verbe HTTP associé, ben ce sera un put. Très bien. Bon, normalement, si je reçois bien un article, nous on vérifiera en tout cas ici qu'on l'affiche dans les logs de Tomcat. Normalement, la base de données sera aussi mise à jour. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre application Android? Donc, on a notre gestionnaire de clics. Très bien. Donc, on a la méthode ici. Et encore une fois, hein, je ne peux pas ouvrir de requête HTTP à l'intérieur du thread de UI. Si tout ce code-là, vous le mettiez ici, à cet endroit-là, bah vous verriez, au démarrage de l'application, vous auriez une exception qui serait déclenchée, votre application s'arrêterait instantanément. Et on vous dirait quoi? On vous dirait qu'on n'a pas droit d'ouvrir de requête HTTP au niveau du thread graphique. Vous verrez, testez-le, hein. Éventuellement, vous enlevez le thread et vous le testez. Le message, il est clair, net et précis, il n'y a pas de doute à avoir, hein. On comprend de suite ce qui se passe. Bon, donc, on a rajouté un thread. Bien entendu, encore une fois, le thread, on le démarre. Jusque-là, rien de nouveau. Maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Regardez, je reconstruis un objet de type article.
Cet article, je le construis en récupérant les données qui ont été saisies dans les différents champs de saisie de texte. Ici, je prends mon txt identifier, je récupère son getText et je le transforme en un entier. Je récupère ma chaîne de caractères pour la description, celle pour la marque, et pareil, au niveau du double, là, je le transforme en une valeur de type double. Ça me permet de produire mon article. Très bien. Maintenant, cet objet, il va falloir que je l'envoie sur le réseau au format JSON. Donc, il faut que je calcule le JSON. Ben, c'est ce qui est fait ici. Je reprends mon JSON et je demande non plus un deserialize. Deserialize, c'était la méthode précédente. D'accord? Ici, on reconstruisait un objet à partir du flux JSON. Ben là, c'est l'opération inverse. Ici, ce que je cherche à faire, c'est prendre mon article et transformer cet article en un flux JSON. Notez, pour vérifier ce qui se passe, ici, je produis un log au niveau de mon application Android. Normalement, je devrais voir mon flux JSON ici. Bon, dans tous les cas, une fois que ce flux JSON a été préparé, ben, je n'ai plus qu'à ouvrir une connexion HTTP ou HTTPS, hein, toujours pareil. Bon, ici, moi, j'ai utilisé un exemple à partir de HTTP. Donc, c'est toujours la même URL quasiment. En tout cas, on attaque le même serveur et le même web service. Par contre, la méthode invoquée, ben, ce n'est plus get, mais ici, update. Donc, normalement, ça va être envoyé à cette méthode. Sauf que pour accéder à cette méthode, il faut que j'envoie une connexion de type put, une requête de type put. Hein. Ça, c'est ce qu'on a au niveau du web service. Ça, c'est ce que j'ai au niveau de mon application Android. Donc, parfait. Je viens de dire, j'envoie une requête de type put. Est-ce que je vais avoir un output? Oui. Et donc, je dis ici que ce que j'envoie, c'est directement au format JSON. Le output, là, c'est surtout après pour relire le résultat. Hein. Ici, c'est pour qualifier ce que j'envoie. Donc, je l'envoie quelque chose qui est formaté au format JSON. Et puis, vous voyez, je récupère les outputs et je vais écrire dedans mon message. Mon message, c'est ce que j'ai préparé tout à l'heure, à savoir le flux JSON. J'envoie directement le flux JSON sur la socket réseau. Une fois que j'ai envoyé les données, qu'est-ce qu'il ne me reste plus qu'à faire? À relire mes informations. Encore une fois, j'utilise mon scanner, hein, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je m'en servais pour lire une ligne. Je fais exactement la même chose. D'accord? Et donc ici, je récupérerai soit true, soit false. Bon, dans notre cas précis, hein, de toute façon, il n'y a qu'un seul choix possible. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du code du service web. De toute façon, il renvoyait true. Hein. Donc normalement, je vais relire true. Et je ferme la connexion. Je ferme le flux et je ferme ici la connexion. Bon, il ne nous reste plus qu'à tester si ça marche. Hein. Donc le serveur, impeccable, il tourne. Notez que la dernière ligne là, actuellement, c'est celle-ci. Je reviens sur mon émulateur, alors je redéploie quand même l'application. Très bien, donc j'envoie ça dans l'émulateur. Et là, on fait quelques modifications. Alors peut-être que la seule chose qu'il ne faut pas trop toucher, hein, c'est l'identifiant. Parce que si vous changez l'identifiant, vous allez en base de données modifier autre chose. Hein. Donc mon exemple est assez basique, hein, je n'ai pas géré tous les cas possibles et imaginables, mais peut-être que ça, j'aurais dû le rendre non modifiable. Bon, dans tous les cas, ici, c'est un super stylo bille en version 2.0. Voilà. La marque, c'est plus bidon, c'est truc. Et il vaut 1,44 €. Regardez, à partir de là, je fais update. Bon, normalement, il y a une requête qui a été émise au niveau du serveur. Alors déjà, je regarde ce qui se passe au niveau de mon application Android. Vous voyez ici, on a affiché le message. Le message, c'est quoi? C'est bien un flux JSON. Notez, ici, on retrouve quoi? On retrouve les données que nous avons éditées dans notre interface graphique. Très bien. Et donc, j'ai bien récupéré ici la chaîne true. Ça veut bien donc dire que tout s'est correctement exécuté au niveau du serveur web et que on est allé jusqu'au return. Donc du coup, il a reçu une requête qui lui a demandé de faire une modification pour l'article 0. Donc normalement, j'ai mis à jour mon stock. Très bien. Regardez, je tue mon application. Je redémarre
l'application d'échange de données au format JSON. Du coup, quand je vais le relancer, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va réexécuter le onResume, ce qui va lancer de nouveau une requête au niveau du service pour récupérer la ressource de type article d'indice 0. Comme j'ai modifié la base de données en mémoire, normalement, je dois récupérer les nouvelles données. Donc, on a fait un tour complet. J'ai poussé une donnée sur le serveur l'a mémorisée. Quand je redemande l'information au niveau de mon application, je récupère bien la modification que j'avais envoyée précédemment. Parfait. Donc, voilà qui clôt ma petite démonstration. Donc, dans un premier temps, on avait envoyé une requête pour lire des données. Là, j'ai envoyé une requête pour modifier une donnée, un put. À savoir, je pourrais avoir un écran à peu près identique qui permet de faire une insertion de données dans la base. Dans ce cas-là, ce serait un post. Je pourrais aussi avoir un écran me permettant de supprimer, pourquoi pas, un article de la base qui enverrait une requête de type delete. Je vous invite à faire ces quelques petites manipulations pour tester les choses. Bon, dans tous les cas, voilà qui clôt donc ce petit tuto. Alors, pour rappel, au niveau de notre site web cours.fr, vous retrouvez donc toutes les informations que je vous ai présentées ici. Dans la section Java EE, vous retrouverez tout ce qu'il faut relativement par rapport à la mise en œuvre de web services de type RESTful. Et si vous allez au niveau de la section Java et de la sous-section Android, là vous retrouvez notre support de cours, ainsi que tous les tutos, mais que vous connaissez déjà, en tout cas pour certains. Très bien. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes manipulations de données JSON à partir de vos applications Android. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sur la vidéo, éventuellement même à la repartager, ça m'aide vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire. C'est pareil, si vous voulez, vous pouvez aussi repartager le site cours, ça m'aide aussi énormément. Et puis à partir de là, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.